Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Et à 19h28 sur Sud Radio, et comme chaque mercredi soir, c'est devenir plus utile. C'est la mission que l'on s'est donnée avec DJF Audebert. Bonsoir à vous. Bonsoir Philippe. Ce soir, l'œil du drone va nous surveiller de près. Oui, de très très près pour observer nos actions à tous, celles qui doivent donner une contrepartie à notre présence afin de rendre notre monde meilleur. Et puis, comme chaque mercredi soir, je vous rappelle la définition de l'utilité. C'est le principe, l'utilité, que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DJF Audebert, quel est le thème du jour? L'invasion des drones peut-elle nous rendre plus utiles? Ils sont partout, ils bourdonnent au-dessus de nos têtes comme des mouches. Ils nous surveillent, nous aident, nous livrent. Ce sont un peu nos yeux de Moscou et nos yeux de Caïn. Entre l'œil du mal et l'œil du bien, les drones nous jettent. Alors, DJF Audebert, quelles sont les questions que l'on doit se poser? Eh bien, seront-ils vraiment bientôt partout ? Ça commence, ils sont dans tous les secteurs, on les retrouve partout et j'ai appris pas mal de choses tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ils sont aussi bien aériens que terrestres. Ah oui. Et oui, et que maritimes. De quelle manière peuvent-ils améliorer nos vies et participer au bien commun? Jusqu'à quel point peuvent-ils surveiller nos vies privées et nos habitats? Y aura-t-il un boulevard des drones pour qu'ils circulent plus vite dans le ciel? Quelle va être leur évolution et comment vont-ils changer nos vies? À cela des réponses, eh bien, nous allons les explorer. On va tenter de répondre à toutes les questions de DJF Audebert avec nos invités. On pourra les exploser après, mais oui, pas tout de suite. Vous avez raison. On va d'abord les exposer avant de les exploser. Le commandant François Bernard est avec nous. Bonsoir. Spécialiste des drones pour l'armée de l'air française. Guillaume Richard est avec nous, président fondateur de Dronelis. C'est une société basée à Nantes, Lyon et Bordeaux, acteur majeur des services par drone. Bonsoir à vous. Et Clément Edacker qui est avec nous, responsable des magasins DJI et STS spécialisés dans la vente de drones. Bonsoir à vous trois. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Commandant Bernard, je commence par vous, je commence par l'armée de l'air. Qu'est-ce qu'un drone? Un drone, de manière générale, c'est toute machine qui va être opérée ou pilotée à distance. D'où le fait que je vous ai expliqué tout à l'heure, on est des drones aériens, ça c'est ce que tout le monde voit assez bien pour ce qu'on peut acheter dans des magasins de manière générale, mais également des drones terrestres et des drones maritimes. Pour les drones terrestres par exemple... la ligne 14 du métro, voilà, vous avez dit. Exactement. Orlyval, tout ça, ce sont des drones. Tout ce qui n'a pas de pilote. Ce sont des machines qui sont opérées à distance ou pilotées à distance. Il y a un pilote qui n'est pas dans la machine elle-même. Guillaume Richard, vous avez fondé, vous êtes le président de Dronelis, une société qui donc fournit des prestations de drones. Vous l'avez fondée en 2014, c'était encore les balbutiements. Comment vous est venu déjà votre amour pour les drones? Bon, ça fait rêver tout le monde, les drones, ça fait rêver tous les enfants, ça fait rêver beaucoup de monde. À partir de là, nous, on était dans un métier qui était le web, où l'image prenait de plus en plus de place. On a cherché des outils pour faire de la belle image et on a commencé à utiliser les premiers drones qui étaient pas franchement fiables à l'époque, qui ne duraient que très peu de temps en l'air. Mais C'était en quelle année? C'était les premiers drones, c'est 2013 pour nous, 2012-2013. Et puis avec la réglementation qui s'est organisée en 2012, et puis dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte surtout du potentiel de toutes les applications qu'on allait pouvoir avoir au service notamment du BTP, de l'immobilier, et plein d'autres métiers, de l'agriculture, etc. Alors, est-ce que vous sentez justement que tous les secteurs font de plus en plus appel aux drones, et de quelle manière? Tous les secteurs, non, mais de plus en plus de secteurs, oui. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a trois grands axes de développement autour du drone. Il y a tout ce qui est, je dirais, le milieu infra, dans lequel vous pouvez mettre l'immobilier, le BTP, tous ces métiers-là, et puis les métiers de l'énergie qui commencent à l'utiliser de plus en plus.
Et puis il y a aussi une grande partie de l'utilisation du drone dans la partie agricole. Donc voilà en gros les grands axes sur lesquels aujourd'hui, en tout cas nous travaillons, même si beaucoup, comme nous également, regardons le futur avec le transport, même s'il y a une partie réglementation qui n'est pas encore pour aujourd'hui. Clément Hédaker, merci beaucoup Guillaume. Clément Hédaker, vous êtes responsable des magasins de drones DJI et STS. Comment vous êtes-vous intéressé aux drones? Vous êtes assez jeune. Alors c'est du coup il y a quelques années en voyage, notamment avec des amis, j'ai pu manipuler du coup les drones, faire des vues aériennes qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on était obligé de prendre des hélicoptères pour faire ces prises de vue en photo ou en vidéo. Et c'est vrai que ça donne un attrait beaucoup plus intéressant et plus facile pour avoir ce type de prise de vue. Depuis combien de temps les drones civils commencent vraiment à cartonner dans vos magasins? Et qu'est-ce que vous demandent les gens quand ils arrivent? Pourquoi veulent-ils acheter un drone? Alors c'est depuis à peu près 2015 où on sent vraiment un gros essor de la demande des consommateurs, et puis ça évolue de plus en plus parce que chacun maintenant a un drone ou connaît quelqu'un qui a un drone. Donc ce qu'on nous demande généralement, c'est la compacité et la simplicité d'utilisation avec un prix raisonnable. D'accord. Alors un prix raisonnable, c'est quoi la fourchette de prix justement? Alors on va commencer. Quels sont, excusez-moi de vous poser cette question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais quels sont les drones en ce moment qui sont les plus compétitifs, rapport qualité-prix? DJI, Parrot, parmi les marques les plus connues mondialement? Alors ça sera effectivement nous DJI, parce qu'on a deux magasins qui font exclusivement DJI, et le magasin STS qui est Studio Sport fait un peu plus généraliste. Oui. Mais du coup, pour répondre à la question, le plus intéressant en rapport qualité-prix, c'est le drone qui s'appelle Mini 2, qui est vraiment tout compact, qui fait moins de 250 grammes et qui est inférieur à 500 € en termes de budget. D'accord. Et ça peut monter jusqu'à combien le prix des drones? En tant que particulier, on va dire, pour un usage particulier, on va monter jusqu'à 4 000 €, en sachant qu'en professionnel, il n'y a pas vraiment de limite, ça va dépendre de l'utilisation qui aura derrière. Commandant Bernard, combien valent les drones que vous utilisez, l'armée de l'air? Alors dans l'armée de l'air, on utilise toute une panoplie de drones aériens, du plus petit drone qui a globalement la taille d'un point fermé, qui est un petit hélicoptère, qui permet d'aller surveiller le coin de la maison d'à côté, si vous voulez, pour les commandos des forces spéciales. Ça veut dire pour voir s'il n'y a pas des gens qui sont embusqués derrière pour les attendre. Exactement. Pour la force Barkhane, etc. Pour tout la à fait. soutenir, par exemple. Qui sont des drones utilisés quotidiennement en opération sur les différents théâtres sur lesquels les armées sont présentes. Jusqu'à des drones, alors donc ça c'est les nano-drones. On va avoir les micro, mini, petits drones qui vont être de taille croissante, de poids croissant, puisque c'est en général par leur masse qu'on définit le gabarit du drone. Et qui vont permettre divers emplois, la surveillance de sites sensibles, la surveillance de pièces mécaniques. Oui, tout à fait. Alors ça sera plus pour les forces de sécurité intérieure que pour les armées. Jusqu'aux plus gros drones. Là, aujourd'hui, ceux mis en œuvre par l'armée de l'air font une vingtaine de mètres de large et quasiment 5 tonnes et coûtent plusieurs millions d'euros. Alors, c'est toujours très difficile d'estimer le prix d'un matériel militaire parce que tout dépend de si vous incluez le développement, la maintenance, etc. Et ça, c'est sur des machines à plusieurs millions d'euros. Ça représente également des millions d'euros. Mais globalement, l'ordre de grandeur est celle de la dizaine de millions, si vous voulez. Alors, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, parmi tout ce que vous dites d'intéressant, c'est la capacité, l'autonomie des drones que vous utilisez. Ça a permis justement, par rapport à des avions de surveillance avant, comme les AWACS, qui étaient en vol avec une autonomie assez légère. Là, vous enlevez les sièges, il n'y a plus rien, il n'y a pas de pilote, il n'y a personne. Enfin si, il y a un pilote à distance, mais et du coup, vous avez des autonomies jusqu'à 24 heures. Oui, tout à fait. Alors les drones que l'armée de l'air met aujourd'hui en œuvre s'appellent les Reaper, des avions de conception américaine, mais on a mis des drones en œuvre auparavant de conception israélienne qui s'appelaient les Harfang, et on travaille aujourd'hui avec 3 pays partenaires européens, Allemagne, Italie et Espagne, à la conception d'un drone européen qui lui sera encore plus gros, ira jusqu'à 12 tonnes et 30 mètres de large. Ah oui. Donc c'est vraiment des machines qui sont de véritables avions
pilotés à distance et de plus en plus vous entendrez de la part de l'armée de l'air et de l'espace parler non plus de drones mais d'aéronefs pilotés à distance et on ne parle plus de téléopérateurs ou d'opérateurs de drones, on parle vraiment de pilotes d'aéronefs pilotés à distance. Alors est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné il y aura des drones avec des passagers en ligne régulière pilotés à distance? C'est quelque chose qui est, comme vous le souligniez tout à l'heure en début d'émission, tout à fait accepté pour le transport terrestre. On a bien conscience, je pense, que dans l'imaginaire collectif, les passagers aujourd'hui sont aujourd'hui relativement réticents à l'idée de mettre les fesses entre guillemets dans un avion qui ne serait pas piloté à partir du cockpit présent dans l'avion, mais d'un cockpit déporté au sol. Pour autant, quand on voit les progrès faits aujourd'hui sur les systèmes de décollage et d'atterrissage automatique, par exemple, je peux vous garantir que sur le drone qui précédait le Reaper et sur lequel un tel système existait, j'ai été particulièrement bluffé par la régularité du système à systématiquement poser correctement l'avion. Guillaume Richard, président de Dronelis, quel genre de drone vous utilisez le plus souvent et quelles sont le plus de prestations qui vous sont demandées? Quand on appelle Dronelis, qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent? Alors, historiquement, nous, c'est vraiment l'inspection, c'est-à-dire qu'on envoie des drones avec différents capteurs pour modéliser une donnée. Donc, en gros, on transforme la donnée d'un bâtiment sur ordinateur de façon très simple, avec soit de l'image, ou soit de la thermographie. La thermographie sont d'autres capteurs qui permettent d'observer soit des déperditions énergétiques, soit des points de chaleur. D'accord. Donc, pour être clair pour les auditeurs, on vous dit tiens, il y a un immeuble là où il y a des déperditions de chaleur et grâce aux caméras thermiques du drone, vous arrivez à identifier à quel endroit il y a des déperditions de chaleur et les indiquer aux bailleurs pour qu'ils puissent les compenser. C'est ça ? C'est exactement ça, surtout auprès des bailleurs sociaux qui entreprennent beaucoup en ce moment sur la rénovation énergétique. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer nos drones. Et l'avantage du drone, c'est qu'on voit absolument tout. Et on voit tout de loin, on voit tout de près, on voit tout de haut. Et donc, on a une information qui est complète. Bon, ça, c'est le premier métier. Et le deuxième métier qui nous prend le plus de temps et qui se développe le plus, c'est le démoussage par drone. C'est-à-dire que nos drones vont pulvériser des produits sur les toitures pour enlever la mousse, au même titre que ce que font aujourd'hui les couvreurs ou les sociétés de nettoyage. Simplement, le fait de le faire par drone, eh ben, ça évite d'avoir des nacelles, ça évite d'avoir des échafaudages, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent et surtout, ça évite d'avoir des équipes en altitude, des équipes sur les toitures. Et on sait qu'avoir des équipes sur des toitures, c'est particulièrement dangereux. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien grâce au côté sécuritaire et puis au gain de temps et au gain d'argent, évidemment. Pourquoi vous avez abandonné les prises de vue cinéma, etc., qui étaient au début aussi présentes chez Dronelis? C'est pas assez, c'est plus rémunérateur d'utiliser les drones dans l'industrie civile? Dans l'industrie, on va dire qu'il y a un vrai savoir-faire de notre part. Aujourd'hui, sur l'image, tout ce qui est cinéma, télévision, on en a fait beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs déjà. Et puis, du coup, on forme plutôt, nous, de notre côté, on a créé une école des métiers du drone qui va former les journalistes, les professionnels de l'image et du cinéma. Ouais, ça, on laisse la place à ces gens-là. Ouais, ça, on en parlera après. Vous avez en même temps une école de formation de pilotes de drones. Clément Hidecker, vous êtes responsable donc, des magasins de drones DJI et SOS. Au niveau de la pollution, les drones, c'est vraiment au niveau du bien commun, c'est quand même un grand progrès, non? Alors au niveau de la pollution, vous voulez dire du bruit Oui, déjà la pollution sonore, mais je parlais surtout au niveau de la pollution, il n'y a pas de rejet, il y a les batteries. Alors comment l'autonomie, batteries? L'autonomie, ça va être généralement, pour le grand public, 30 minutes, 30 maintenant à 46 minutes d'autonomie. Maximale. La pollution sonore, comme il y a pas mal de restrictions, donc interdit de voler par exemple en agglomération sans autorisation, voilà, ça limite un petit peu. On va être sur des endroits où il y aura moins de public et donc moins de problèmes de pollution sonore. Effectivement. Concrètement, à Paris par exemple, dans une grande agglomération, on n'a pas le droit d'utiliser un drone. Non, légalement par rapport à la loi française, nous n'avons pas le droit d'utiliser un drone. Il faut faire, si on veut et si on est professionnel, demander une autorisation en préfecture et faire débloquer du coup les zones pour pouvoir voler sur Paris. D'accord. Et c'est à combien de kilomètres d'une agglomération? Si celui qui habite à 15 km de Paris peut faire décoller un drone de son jardin?
Alors il pourra, s'il est dans une zone, alors déjà il est dans son jardin, donc il est dans sa propriété, donc il pourra faire décoller le drone jusqu'à la hauteur maximale de son bâtiment ou de ses arbres par exemple. Et s'il est en zone du coup autorisée, verte par exemple, sur Géoportail, il pourra, s'il est par exemple dans un endroit où il est seul et il n'y a pas d'autres habitations, voler jusqu'à 120 mètres s'il n'y a pas de restriction, ou un petit peu moins en fonction des zones restrictives par la carte. Ouais. Première partie très intéressante. On a hâte d'être à la deuxième partie. Il vous faut patienter quelques minutes. On va revenir dans quelques instants. Tout de suite. Quelques minutes. Devenir plus utile qui revient dans quelques minutes. Donc, notre thème ce soir, l'invasion des drones peut-elle nous rendre utiles? On continue d'en parler avec nos invités. Le commandant Bernard qui est avec nous, Clément Hedacker et Guillaume Richard. À tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Hautebert, Philippe Rossi. De retour sur Sud Radio avec DJF Hautebert comme chaque mercredi. Devenir plus utile. L'invasion des drones peut-elle nous rendre utiles? C'est notre thème ce soir. Il y a beaucoup de questions qu'on a évoquées. On va tenter d'y répondre dans cette deuxième partie avec nos invités que je vous présente tout de suite, que je vous représente. Le commandant François Bernard qui est toujours avec nous, spécialiste des drones pour l'armée de l'air française. Guillaume Richard, président fondateur de Dronelist. Dronelist basé à Nantes, Lyon, Bordeaux, acteur majeur des services par drone. Et puis Clément Hedacker qui est responsable des magasins DJI et STS spécialisés dans la vente de drones. Alors, commandant, est-ce qu'on peut dire que les drones civils vous empoisonnent la vie? Vont vous empoisonner la vie? Alors, très sincèrement, on n'évolue pas du tout dans les mêmes endroits. Si vous voulez, les drones que moi je connais le mieux sont les gros drones qui sont, vous l'aurez compris, de véritables avions pilotés à distance. On vole à la même hauteur que les avions habités, que ce soit des avions de ligne ou des avions militaires. Ou des avions de tourisme. Donc on s'intègre au même titre que les autres dans l'espace aérien en respectant les mêmes règles. Et aujourd'hui, la réglementation ne nous permet pas encore de partager le même espace aérien avec les civils. Donc on vole dans ce qu'on appelle des espaces aériens ségrégés, donc d'un plancher à un plafond et dans une certaine zone. Ça définit une espèce de boîte, entre guillemets, dans l'espace aérien, dans laquelle nos drones militaires évoluent, dans laquelle on fait également évoluer des avions habités de l'armée de l'air et de l'espace ou de la marine nationale, ou des hélicoptères de l'armée de terre, mais dans lesquels on ne partage pas l'espace avec les civils pour l'instant. Clément Hedacker, vous êtes responsable des magasins, on l'a dit tout à l'heure, de drones DJI et STS. À votre avis, quelles sont les évolutions que vont connaître les drones là dans les temps à venir? Au niveau de l'utilisation pour les particuliers, on a déjà atteint un certain niveau. L'évolution, c'est le retour, avoir une meilleure qualité vidéo, avoir la possibilité de faire des suivis, par exemple, de sportifs, quand on fait du vélo dans la forêt, qu'il évite les arbres automatiquement, ce qui est déjà possible, mais qui est à perfectionner sur les prochains modèles. Après, c'est vraiment plus au niveau professionnel, où on va avoir beaucoup plus de cas dans lesquels on pourra utiliser des drones et que ça va se démocratiser. D'accord. Vous avez où par exemple, qu'est-ce qui pour l'instant, à votre avis, quel territoire n'est pas conquis par les drones qui pourrait l'être? Par exemple, on disait que les drones, c'était pas uniquement du terrestre, il y a notamment les drones sous-marins pour l'exploration ou pour du coup faire des recherches qui peuvent être utilisées dans ces principes-là aussi. Alors revenons aux drones aériens, ceux qui nous passionnent, qui passionnent Philippe Rossi et moi aussi. Est-ce que les drones tombent, et si oui, quand et dans quelles occasions? Alors du coup il y a plusieurs possibilités du coup de faire crasher, on va dire, un drone. Ça peut être lors d'une collision, c'est-à-dire si on rentre dans un arbre malencontreusement. On peut avoir aussi notamment des attaques d'oiseaux si on est sur leur territoire, par exemple à côté de la mer, il y a des mouettes qui peuvent attaquer le drone parce qu'elles se sentent agressées. Des aigles, etc. Des aigles, d'autres animaux. Hein. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Très bien. Guillaume Richard, comment vous formez vos pilotes de drone dans la partie formation de Dronelist?
Donc c'est Dronelis Academy, donc c'est une école des métiers du drone. On les forme dans le cadre de la réglementation, c'est-à-dire que c'est la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui précise un programme, tout simplement, qu'on doit suivre scrupuleusement. Et donc on leur apprend, alors on les prépare à l'examen théorique du drone, mais on va surtout les préparer à la pratique. Donc ils ont plusieurs journées de pratique sur différents modèles de drones. Ça dure combien de temps la totalité de l'examen, Guillaume? Alors, la préparation dure 10 jours, et puis l'examen en lui-même va durer... c'est comme le code de la route, c'est-à-dire vous avez 60 questions. En mode QCM, vous passez ça dans un centre de la DGAC. Ce qui compte, c'est la préparation pratique. On délivre une attestation de formation pratique, et pendant cette pratique, ce qui est le plus important, au-delà des exercices, de la manipulation, c'est l'expérience des pilotes, l'expérience des formateurs qui vont faire vivre aux stagiaires toutes les questions de sécurité qui sont les plus importantes. D'accord. Et est-ce que vous avez beaucoup de demandes extérieures, justement? Est-ce que, pour être court, si jamais aujourd'hui on fait une formation chez Dronelis, est-ce qu'on est sûr de trouver du boulot à la sortie? Alors, c'est ce qu'on explique à nos stagiaires. Et pour faire court, c'est simple. Il faut avoir une connaissance métier pour l'appliquer avec le drone. Si vous êtes simplement pilote de drone sans une vision métier derrière, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, ceux qui ont une vraie activité, c'est ceux qui ont des connaissances techniques, des connaissances dans l'inspection, des connaissances de géomètres. Par exemple, tous les géomètres experts commencent à se mettre au drone, des connaissances dans l'immobilier ou éventuellement, évidemment, dans l'image, avec toute la partie vidéo qui est encore très, très importante. D'accord. Mais donc on peut dire que comme avant il n'y avait pas de pilote de drone et qu'il y avait très peu de drones et que maintenant il y a énormément de drones et qu'il n'y a pas encore beaucoup de pilotes, il y a forcément une offre qui dépasse la demande, j'imagine, non? Alors il y a beaucoup de gens qui veulent s'y mettre sans avoir un projet clair, et puis il y a d'autres qui ont un projet très clair. Mais on sait que dans les 5 années à venir, il va y avoir de plus en plus de recrutement au sein des sociétés comme les nôtres. Voilà, on recrute activement cette année. Parce qu'on a un projet très clair sur la dimension service et qu'on a un métier très clair. Et aujourd'hui, l'enjeu n'est plus tellement le drone, l'enjeu c'est la capacité à délivrer un service plus vite, mieux et mieux adapté à nos clients finaux. C'est surtout ça le sujet. Combien ça coûte une formation chez Dronelis pour devenir pilote de drone? Alors la formation de base légale, obligatoire DGAC, c'est de 2 400 €. C'est finançable dans le cadre de Calliope, CPF, tous les organismes de formation qui prennent en charge cette formation. On est agréé pour ça, comme beaucoup d'autres organismes. Et puis après, il y a aussi les entreprises qui commencent à s'y mettre et qui commencent à mettre des budgets pour former leurs équipes. Merci beaucoup, Guillaume. Comment vous formez, le commandant Bernard, comment vous formez vos pilotes de drone? Et est-ce qu'il y a quand même une sorte de surveillance des gens, des candidats? Alors, ils sont au sein de l'armée, mais parce qu'on peut tout imaginer. On peut imaginer, on sait très bien que les terroristes, à l'époque du 11 septembre, ont suivi une formation de pilotage d'avion pour après aller balancer leurs avions. Est-ce qu'on pourrait imaginer, malheureusement, c'est pour ça que c'est très surveillé, qu'un attentat puisse se produire via des drones? Alors, pour répondre dans un premier temps à votre deuxième question, oui, techniquement, à partir du moment où il y a un objet qui vole et qui est piloté par quelqu'un, la personne pourrait décider de le cracher de manière malveillante sur la population. Ce qui explique les gros efforts fournis aujourd'hui par les armées, et l'armée de l'air et de l'espace en particulier, sur ce qu'on appelle la lutte anti-drone, la LAD, et qui est quelque chose que nous mettons déjà en œuvre aujourd'hui. Pouvoir détruire un drone qui est mal positionné ou qui arrive vers une centrale nucléaire. Le détruire, le brouiller, il y a différentes options qui existent, qui ne sont pas forcément destructives, mais qui en tout cas permettent de protéger les zones sensibles et les populations de ces éventuelles attaques de drones. Pour les drones plus gros, alors nous au sein des armées, on a un centre d'instruction et de formation des équipages de drones qui est sur la base aérienne de Salon de Provence, et qui forme les équipages de l'armée de l'air et de l'espace, et également des forces de sécurité intérieure, ainsi que d'un certain nombre de partenaires, dont des partenaires étrangers. Dont la police, dont le GIGN. Sur des petits micro-nanodrones. Pour les gros drones, en revanche, ils sont, en fait, encore une fois, c'est des avions pilotés à distance. Donc en fait, les pilotes sont systématiquement des pilotes brevetés, qui ont le même brevet que celui que je porte sur ma chemise, qui ont un brevet de pilote sur avion habité,
avant de suivre la formation de pilote de drone. Parfait. Clément, c'est très dur à prononcer votre nom, Heidecker. Clément Heidecker, comment se passe le lien entre le drone et son pilote? C'est quoi? C'est une fréquence sonore? Comment ça se passe Alors généralement, on avait des modèles en Wi-Fi, mais qui n'allaient pas très loin. Maintenant, c'est plus en ondes radio. Donc on connecte son téléphone dans la plupart des cas, ou alors on peut avoir des télécommandes un peu plus grosses avec un écran directement intégré. Et du coup, on contrôle tout depuis son téléphone avec une télécommande, et on a un retour vidéo sur le téléphone pour pouvoir contrôler à distance le drone. Quelqu'un peut prendre votre drone en otage avec un autre... peut détourner votre drone? Détournement de drone, ça peut exister? Alors, ça n'existe pas, à mon avis, dans le monde, on va dire, particulier. Après, peut-être que du coup, les professionnels au niveau de l'armée ont des moyens pour contrôler à distance ou brouiller les fréquences et récupérer peut-être le contrôle. Mais c'est dans certains cas très précis, je pense. Je voulais aborder évidemment la livraison qui va arriver bientôt en Australie, en Finlande, aux États-Unis. On commence à livrer tout, et vous avez une anecdote concernant un défibrillateur? Tout à fait. Il y a quelques mois en Suède, il y a un homme du coup qui a été sauvé, on va dire en partie par un drone, car du coup lors des appels des urgences, il y a du coup l'ambulance qui est venue et le défibrillateur qui a été livré par drone et qui est arrivé du coup avant les urgences et qui a pu du coup en partie, on va dire, sauver la vie de cet homme. Donc on peut voir ces évolutions-là arriver prochainement. Alors en France, on est limité pour l'instant par les réglementations. Jusqu'à quand et pourquoi? Alors la réglementation du coup en Australie, aux États-Unis, en Finlande, tout ça, on a commencé déjà les livraisons? C'est tout simplement par raison de sécurité, à mon avis, de restreindre pour notamment ce dont vous parliez, les attentats ou ces choses-là, limiter et pouvoir sécuriser, car si tout le monde pouvait voler librement à Paris, ça serait difficile de pouvoir anticiper du coup un vol de drone d'une personne mal intentionnée. Et justement, comment on va faire pour, quand ça va passer en livraison, pour que le ciel ne soit pas engorgé? On va créer des autoroutes de drones, Alors, par exemple, mais je pense que le plus simple, ça serait d'autoriser du coup des sociétés et non pas des particuliers à pouvoir livrer les commandes, et du coup avec comme là par exemple avec le commandant, des brevets pour ces pilotes. Bon, on va finir avec le commandant, le commandant Vaught. Comment vous voyez évoluer justement les drones là dans l'avenir pour l'armée de l'air? Alors dans l'armée de l'air et de l'espace, on exploite aujourd'hui des drones qui sont en permanente évolution, où on ajoute un certain nombre d'équipements au fur et à mesure de la vie de nos drones. Aujourd'hui, dans l'armée de l'air et de l'espace, on est en phase de conception d'un drone européen en partenariat avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, qui donc est un des grands projets majeurs de coopération militaire en Europe. Super. Merci à tous, merci à DJF Audebert, et puis merci surtout à ses invités, Guillaume Richard qui était avec nous, Clément Heidecker, le commandant François Bernard. Merci à vous. Je vous rappelle donc ce livre, le livre de DJF Audebert, Caution d'utilité, c'est aux éditions Guy Trédaniel. On va se retrouver la semaine prochaine. Je vais rajouter un chapitre sur les drones d'ailleurs. Ah bah très bien, voilà, ce sera pour un prochain tome. Le Loft Music dans quelques minutes. Yvan Cujous qui reçoit Daniel Lévy ce soir. Merci à tous, merci. Merci, bonne soirée. Merci.